y a un troisième qui aurait pu être là avec nous, c'est Rémi de Marton qui a fait aussi une bonne partie des images, qui est un cadreur sous-marin. Voilà. Donc, on a une petite pensée pour lui, puisqu'il ne peut plus venir. Voilà, mais on peut soit faire, s'il y a des questions qui vous viennent, on peut y répondre de suite, ou vous expliquer un petit peu la genèse du projet. Peut-être commencer par ça. Pourquoi on a fait un film sur le Pélagos? On vous disait tout à l'heure, en fait, nous, avant d'être cinéaste animalier, on est avant tout naturaliste. Ça fait plus de 25 ans qu'avec Frédéric, on propose aux gens d'aller découvrir cet écosystème du grand large. Comme je vous disais tout à l'heure, qui est vraiment méconnu, et encore on y travaille. Il y a 25 ans, c'était pire que ça même. Les gens n'avaient pas connaissance de la présence de baleines en Méditerranée. Donc du coup, on a commencé, avant même de faire de la photo, de la vidéo, c'est d'amener tout simplement des gens au large, découvrir ça. Donc on a commencé à travailler dans le golfe du Lion, et puis il y a une quinzaine d'années, en fait, on s'est rapproché de Sanary-sur-Mer, qui était vraiment le super terrain de jeu pour nous, puisque il est possible, très proche de Sanary, de parcourir les 3 habitats géographiques marins où vivent l'ensemble de ces espèces pélagiques. Voilà, donc on continue, d'ailleurs on a démarré ces sorties il y a bien longtemps, on continue d'en proposer. Et il y a quelques années, on s'est rapproché du sanctuaire Pélagos pour travailler ensemble sur un projet de sensibilisation et de découverte de cet habitat. Donc on a fait un livre avec Frédéric. Et puis après, comme nous on aime bien l'image, on continue encore à faire des images photographiques, mais on a laissé un petit peu l'appareil de côté et on a pris la caméra pour continuer à révéler toutes ces merveilles du large. Et le film que vous avez pu voir, donc 52 minutes, c'est un petit peu la résultante de 3 années de travail un peu plus intensif en vidéo. Parce que la vidéo, on en fait depuis un petit moment, mais depuis 4-5 ans, on a changé, on a fait évoluer notre matériel de caméra, et puis vraiment, on a eu beaucoup de chance d'ailleurs, sur ces 3 dernières années, de pouvoir réaliser ce petit film qu'on pouvait entendre aujourd'hui, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément évident d'avoir la belle image, c'est possible, mais de raconter des histoires, c'est encore autre chose. Et du coup, je n'explique pas le nombre de fois où on est allé au large, on a vu des belles baleines et des belles photos, mais on attendait d'avoir un comportement spécifique. Et lors de ces 3 dernières années, on a eu parfois beaucoup de chance, mais la chance, on la provoque quand on y est. Et par exemple, des petites images un peu anecdotiques, au regard par exemple de grandes productions comme la BBC, la séquence où vous avez le dauphin de ruisseau qui attaque les cachalots, on l'a vu une fois. Et ce jour-là, on était là. Donc on a pu faire des images en drone et sous l'eau. On a eu de la chance dans notre préparation du film. Voilà. Bon, je peux... Ouais, c'est ça, c'est un peu la multiplicité des sorties. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est passionné, on peut recommencer, et on a commencé il y a 20 ans, et on aime toujours partir au large, parce qu'on sait qu'il n'y a pas une journée qui est pareille, et quelle surprise on aura, quoi. Une petite sterne qui est posée sur une tortue, une fois, une autre fois ça va être autre chose, quoi, la fameuse boule de poisson avec les thons qui chassent dedans. Alors il y a des choses qu'on voit et qu'on revoit, mais après arriver à les filmer, c'est pas toujours simple. Et du coup, ça pimente un peu le jeu, quoi. Voilà. Donc on est une équipe de passionnés. Alors il y a beaucoup d'autres personnes qui nous ont aidés sur le terrain, parce que tous ces animaux, on les voit à la surface, à la vue en fait. On va détecter un dos de baleine, un souffle, la petite carapace de la tortue. Quand la mer est peu agitée, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, ça demande à faire beaucoup de terrain, puis après à exercer un petit peu l'esprit d'observation, et puis faire ces rencontres. Et puis ces rencontres, on est content de les partager grâce aux photos, un film. Et c'est tous ces messages qu'on a envie de faire passer, parce que notre constat, ça a été de voir que quand on était à l'école, au collège, au lycée, etc., on n'avait pas forcément des cours d'apprentissage de la biodiversité, quoi. Connaître la nature à côté de chez soi, c'est un petit peu petit bonheur la chance d'avoir des éducateurs en environnement qui viennent et qui s'associent à l'école et qui vont faire quelques sorties nature. Alors nous, ce qui est chouette, c'est qu'on en a fait beaucoup, on fait beaucoup de sorties, mais voilà, ce film, on se dit que c'est un outil pour découvrir en fait une faune exceptionnelle. On a la chance de beaucoup voyager des fois dans nos métiers, mais là on fait un voyage d'une journée ici à chaque fois, et c'est merveilleux, quoi. C'est juste là. C'est ça. Allez, d'ici, ça doit être à 20 km. Et toutes les images que vous avez vues, c'est 20-30 km du cinéma. Voilà, donc c'est pas bien loin. Oui. Alors, on peut faire passer, oui, s'il y a des questions, on ne va pas faire un monologue non plus. Moi, d'abord, je vous félicite parce que franchement, j'ai adoré
ce film. Je trouvais ça très beau, j'ai appris plein de choses. J'ai adoré les images sous-marines, aériennes. D'ailleurs, je vais voler les drones, donc j'imagine que vous en avez utilisé. Et bravo, ça a dû être énormément de travail, beaucoup de sorties pour en extraire toute cette substantifique moelle. J'ai appris plein de choses. La méduse Aphopleur, je ne connaissais pas. Ah oui, bah oui. Ah, voilà. Et donc, vraiment, c'est surtout pour vous féliciter. J'ai pas vraiment de questions. Et Bon, voilà, du coup, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, je ne vais pas redire ce que vient de dire le monsieur, on part dans le bleu avec vous. C'est quand même assez magique. Je ne sais pas combien vous êtes au niveau de votre équipe pour tourner ça, parce que je pense que vous n'êtes pas que 3, vous n'êtes que 3. Bon, déjà, j'ai la réponse. Ensuite, est-ce que ces comportements d'animaux, on a la chance là de les voir dans des moments où les eaux sont extrêmement calmes. Est-ce que vous avez pu aussi, et ça doit être hyper difficile pour vous, mais capter aussi les comportements quand les eaux sont déchaînées, quand le Mistral souffle? Moi, je suis très curieuse de savoir comment les animaux se comportent quand c'est la tempête en surface. Ouais, alors, peut-être une petite précision déjà, c'est qu'en fait, la plupart des images, si ce n'est presque toutes, on les a fait avec la technique de l'apnée. Alors, pourquoi l'apnée plutôt que la bouteille? C'est vrai que la bouteille, on l'utilise beaucoup en plongée côtière. Au large, en fait, vu que ce sont beaucoup des animaux qui vont respirer en surface, ben en fait, on les attendait soit à la surface, soit à quelques mètres, 5, 10, pas besoin d'aller très très profond, et pendant qu'ils viennent, soit pour profiter du soleil, comme le poisson-lune qui va faire un peu le panneau solaire pour prendre de la chaleur, ou alors les cétacés, les tortues qui viennent respirer, donc toutes ces observations, on les a approchées aussi très librement comme ça, avec nos combinaisons, nos longues palmes. Et ça, c'était très agréable. Et pour les conditions, c'est vrai que quand on a des conditions de mer calme, ça facilite beaucoup les observations et les rencontres. Parce qu'on passe notre temps à rater des observations, en fait, quand on navigue. Et heureusement, on a l'expérience. Et puis, on a dans l'équipe des gars qui ont des bons yeux. Hein, donc, ça facilite beaucoup. Mais alors, quelquefois, on a eu des mers compliquées. C'est plus dur de faire des images avec nos petits bateaux, mais ce sera Pélagos 2. Hein. Voilà, ça va être un déchaînement là, ça va pas être aussi calme. Ce sera Pélagos 2. Et l'autre question, après je donne le micro. On sait que malheureusement, à l'heure actuelle, l'impact des humains sur la faune sauvage est phénoménal. On sait très bien qu'en effet, il y a une perte de nourriture pour tous ces cétacés, même pour les tortues, enfin bon bref, pour les poissons. Voilà, on est en train de les affamer globalement. Et je voulais savoir si vous saviez aussi l'impact que nous leur infligeons. Bon, bien évidemment, je mets entre parenthèses le Japon qui est en train d'assassiner les cétacés en quantité astronomique, cétacés, baleines. Ils viennent de s'autoriser à tuer 5 rorquals communs. Et ça, c'est dramatique. Voilà, ils ont pris la décision. Nous, on s'autorise à tuer. Les baleines aussi, vous savez que Paul Watson est actuellement au Danemark incarcéré alors qu'en effet il est la seule et unique personne à être, je dirais, parce qu'il sacrifie sa vie à s'interposer, voilà. Mais en Méditerranée, quels sont les incidents, si vous avez pu les déceler, de notre activité humaine par rapport à toutes ces familles, parce que ce sont des familles d'animaux que vous avez pu côtoyer. Merci beaucoup. Alors, la question est vaste. Il y a d'autres, Paul Watson, bien sûr, on parle de lui parce qu'il est très médiatique, mais même à l'échelle, je parlerai du Parc National des Calanques, hein, voilà, c'est l'occasion de vous introduire aussi. Chacun, déjà, à son échelle, peut faire quelque chose. Donc, nous, on essaye, nous, par l'image, ou en amenant des gens au large, on essaie de les sensibiliser, ne serait-ce que par l'approche qu'on fait des cétacés, puisqu'il y a quand même des réglementations qui sont mises en place depuis quelques années. Quand on voit, par exemple, notre activité d'amener des gens au large, et bien ça peut être une cause de dérangement pour ces animaux, tout simplement. On les empêche de socialiser, de s'alimenter, de se reproduire, donc on peut impacter. Après, il y a plein d'autres pollutions beaucoup plus sournoises et pas très visuelles, hein, les pollutions chimiques par exemple, les pollutions acoustiques. Si on parle que des cétacés, c'est vrai qu'on les met en haut de ce Pélagos, mais il y a tout le cortège d'espèces qui est autour, hein, qui sont impactées. Les cétacés, c'est par exemple les essais militaires, vu que ce sont des animaux qui évoluent beaucoup en acoustique. Eh ben, voilà, quand il y a des essais militaires, on a encore fait
les frais nous-mêmes. On était en mer, là, il n'y a pas longtemps, il y a un cachalot mort, on allait faire des images de requins dessus, et on entendait les sons, des sonars des militaires hors de l'eau. Et quand on était dans l'eau, c'était juste incroyable. Et ça s'est vu parce que nous, en étant sur l'eau très souvent, eh ben, ça faisait quelques jours ou quelques semaines qu'il y avait quasiment plus de cétacés dans la zone du fait de cette activité-là. Voilà, donc il y a plein de menaces qui pèsent sur eux. Après, il y a plein de mesures aussi qui sont en train d'être mises en place ou qui sont déjà mises en place pour notamment la création du sanctuaire, hein, qui a plus de 20 ans maintenant. Voilà, on essaie de limiter l'impact sur cet écosystème qui représente beaucoup de cétacés. Tu m'as fait un peu la transition. Je vous donnais la parole un peu à Mathieu du Parc des Calanques. Je vais juste poursuivre sur cette thématique liée aux impacts sur les mammifères marins. On parlait du son, et moi je voulais juste un petit peu élargir par rapport aux d'autres animaux qui pourraient être impactés par le son. Donc on le sait que les mammifères marins communiquent énormément par le son, mais on découvre avec la bioacoustique que d'autres animaux, comme les poissons, utilisent beaucoup le son. Je peux prendre un exemple avec le corbe, dont le mâle devient chanteur au mois de juin-juillet, et pour attirer les femelles pour la reproduction, émet des sons de façon active pour des besoins de reproduction. Et donc en effet, le trafic maritime s'intensifiant, en fait, crée un brouhaha sur le milieu marin qui gêne tout un tas d'habitants de la mer pour des besoins biologiques. Donc voilà, donc les impacts sont assez nombreux. On commence à en comprendre de plus en plus. Donc après, il y a les aires protégées qui peuvent répondre à certains impacts. On l'a vu dans votre film que les animaux sont migrateurs, donc une aire protégée très localisée a un effet que sur un moment bien donné du cycle biologique de certaines espèces. Donc après, c'est un travail à beaucoup plus large échelle pour avoir des effets vraiment efficaces. Mais sur une aire protégée, en tout cas, on va travailler effectivement sur le trafic maritime, sur l'atténuation du bruit, sur toutes les mesures de sensibilisation qu'on pourrait mettre en place pour les approches des animaux, etc. En tout cas, il y a eu un comptage qui a été fait récemment par un organisme qui s'appelle ACOBAMS en Méditerranée et qui essaye de répertorier les populations de baleines et dauphins. Ce qui est assez positif, c'est que toutes les espèces sont en augmentation, d'après ce dernier comptage, à l'exception du rorqual commun, la baleine comme c'est expliqué dans le film. Donc voilà, cette baleine, elle souffre des collisions et certainement d'un problème avec sa nourriture, le plancton. Par contre, pour les autres espèces, on voit que les efforts quand même qui ont été faits d'arrêter les filets dérivants, de mieux les accepter aussi, comme les grands dauphins qui sont l'espèce côtière. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour mieux concilier la pêche et les dauphins. Et ça avait été fatal au phoque moine que vous avez vu dans ce film, sur les côtes françaises, qui a disparu jusqu'au dernier. Mais des efforts qui ont été faits ailleurs en Méditerranée, heureusement, nous laissent entrevoir peut-être un avenir positif avec sa recolonisation lente de son territoire. Donc avec des efforts conjoints, d'aires marines protégées, les espaces du large, la pêche par exemple, qui va adapter avec le thon rouge des systèmes de quotas. Ça a été concerté avec l'Ifremer, il y a eu des études qui ont été faites, et avant que l'espèce soit classée en danger, voilà, ces quotas ils ont permis de faire remonter les populations assez rapidement, et là c'est un vrai succès pour le thon rouge. Donc il faut se dire que voilà, avec de l'énergie et l'envie, on arrive quand même à avoir des choses assez positives, alors qu'on n'a pas forcément cette image de la Méditerranée qui est riche. Et c'était un peu l'objectif de notre film, c'était de partir aussi sur un constat positif, et c'est qu'on a toute cette richesse incroyable juste à côté, et bien sûr on a envie qu'elle perdure, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions? La jeunesse. Mais quand vous étiez en plongée, vous n'avez pas eu peur des réactions des animaux par exemple, le dauphin, quand il était attaqué, quand il faisait mal au rorqual, quand vous étiez prêt, vous n'avez pas peur qu'il nous attaque. Non. Tu sais, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Et même, tu vois, je pense que tu vas voir tout le monde dans la salle, tu amènes tout le monde au large, et je pense que tout le monde a la sensation de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va remonter des profondeurs. Tout le monde a souvent un petit peu peur quand on voit pas ce qu'il y a dessous. Voilà, on a une petite appréhension. Après, ça reste tous ces animaux, des animaux très puissants, hein.
Tu vois, on n'a pas trop parlé du requin parce qu'on avait des séquences, on n'avait pas la petite histoire qu'elle avait, mais on a pas mal plongé aussi avec les requins, notamment le requin peau bleue qu'on peut voir en haute mer. Et en fait, il faut surtout connaître un petit peu le comportement de ces animaux. Nous, on a la chance d'y être souvent, donc on a appris aussi à détecter des signes d'agressivité ou des signes plutôt pacifiques. Par exemple, un requin, lorsqu'il nage très calmement, tu vois, avec les nageoires très étalées, la gueule fermée, qui se déplace lentement, tu peux aller le voir, on les a caressés, et des fois même beaucoup plus petits, il suffit qu'il ait la gueule entrouverte, qu'il ait une navigation un petit peu sagadée, les ailes un petit peu rabattues, tout ça, mais là on ne s'approche pas. Tu vois. Donc il faut faire attention. Après, voilà, ce sont des animaux surpuissants, mais le petit paradoxe, pour parler de la baleine par exemple, qui est c'est la taille le poids de 50 éléphants, t'imagines, elle est énorme, elle est presque longue comme toute la salle. Et nous, quand on a essayé d'approcher ces animaux, au passage, on peut préciser aussi que c'est interdit de nager avec les cétacés. Dans le cadre du film, on a une autorisation particulière, préfectorale, pour pouvoir justement filmer les animaux au plus près. Donc c'est interdit. Donc déjà, ça, c'est aussi une mesure de protection. Et lorsqu'on approchait les baleines, en fait, on s'est rendu compte qu'elles avaient peur de nous. Elle est immense, la baleine. Et ça a été peut-être une des espèces les plus compliquées à pouvoir filmer sous l'eau. On a tenté, mais pas jusqu'à déranger l'animal. Tu vois, on voyait de suite qu'elle déviait de route ou qu'elle voulait pas, on n'insistait pas et on essayait de trouver une autre baleine pour la filmer. Et en insistant comme ça, il arrive un moment, on est tombé, comme chacun a son caractère propre à lui-même, on est tombé sur des individus hyper réceptifs qu'on a pu approcher très très près et faire des images. Voilà. Après, on n'a jamais eu de mauvaise rencontre, peut-être, tu vois, avec les dauphins. Il y a des dauphins comme les globicéphales, les gros noirs là qu'on voyait, ceux-là ils sont très placides, puisqu'on disait qu'ils sont plutôt en activité la nuit, en journée ils sont plutôt en train de socialiser, ils sont super calmes, ils viennent très facilement voir les bateaux, parfois les plongeurs aussi, et parfois on a été entouré de globicéphales, tout se passait bien, et d'un coup, sans qu'on perçoive pourquoi, on a eu un globicéphale qui se retourne d'un coup, qui lâche des bulles, qui crie, et Fred, tous les deux on a eu une mauvaise expérience, mais Fred il est passé juste à côté, c'est comme on n'a rien vu venir, et on les filmait tranquillement, et d'un coup, il y en a un qui est venu, et qui nous a mis un coup de queue de chaque côté en disant, maintenant, voilà, éloignez-vous. Quoi. Donc on a bien compris le message, et tu vois, on s'est reculé, et on les a laissés tranquilles. Voilà. Donc on essaye d'anticiper, de comprendre les comportements, mais après, on n'est pas dans leur tête, et on ne perçoit pas tous les signaux. Donc il faut toujours faire aussi un peu attention. Mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous étiez dans l'eau, quand vous avez plongé avec ces animaux gigantesques et que vous avez rendu compte que nous on en a peur, mais eux aussi ils ont peur de nous. Nous en fait on a vraiment l'impression, avant qu'on aille voir, on a vraiment l'impression que les gros animaux vont vouloir nous battre et tout, alors qu'en fait c'est plutôt eux qui ont peur de nous. Déjà, c'est un peu un rêve éveillé quand on voit ça, parce que voir une baleine en surface, on peut faire le comparatif d'un iceberg. On voit un tout petit peu en surface, alors qu'en fait, il y a beaucoup sous l'eau. Et du coup, d'arriver à voir cette baleine, c'est pour ça qu'on voulait la filmer et la montrer, c'est des animaux qui sont très gracieux. Elle est grande, cette baleine, elle est même rapide, mais ses mouvements dans l'eau, elle fait un battement de queue, elle avance de 100-200 mètres, alors que nous on palme comme des malades avec pourtant on a des palmes de bonne qualité, mais voilà, on n'est pas fait pour, on n'est pas hydrodynamique comme elle. Et c'est vrai que c'est impressionnant, et qu'après, quand on revient d'une journée où on a vu des spectacles comme ça, on y pense pendant des journées derrière et des semaines, et ça nous habite complètement, c'est incroyable. Mais voilà, comme tu dis, des fois, nous on est petits, eux ils sont très gros, le cachalot, et curieusement, quelque part, tant mieux, quoi. Si on arrive à se voir et garder un petit peu nos distances, c'est merveilleux comme ça de pouvoir nager ensemble et puis passer ce petit moment. Qu'est-ce qu'ils auront retenu de nos rencontres? Si on approche doucement et voilà, on essaye de minimiser le dérangement, on a assisté à ce spectacle qu'on essaye de retransmettre, et puis on espère que eux, on leur a pas fait un moment désagréable, et que voilà, ils accepteront qu'on puisse partager cette mer qui est devant nous. J'ai encore une question. Et merci. Le montage est vraiment très réussi, je trouve. Et aussi une mention pour la bande son. Je ne sais pas si on peut c'est une bande son originale ou. Oui. D'accord. Gwen Masseglia, c'est une amie à nous qui a composé, un peu chanté.
et Franz Ventura qui est monteur à Marseille. Voilà, on a fait ce film avec France 3 et c'est lui qui a mis les mains dans nos disques qui sont colossaux. Le pauvre. Merci. On va peut-être arrêter. Encore une dernière question du monsieur là-bas. Oui, on n'a pas vu d'orques. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a pas dans Pélagos ou parce que... Très rare. C'est très rare. De temps en temps, il y en a une ou deux qui sont vus qui rentrent un peu en Méditerranée, mais c'est vraiment pas leur zone actuelle. Hein. Oui. Plus effectivement à Gibraltar, ils sont régulièrement observés. Voilà, en Camargue en septembre, ouais. Il y a quelques truc qui a été vu voilà. en Camargue. Une fois de temps en temps, il y a une mention ou deux comme ça, mais c'est pas courant du tout. Et alors je voulais quand même, parce que je profite du fait qu'on soit ensemble, pour dire que c'est un travail qui est énormément collaboratif. Hein. On était en contact bien sûr avec le parc des Calanques, avec le parc de Porquerolles, avec le sanctuaire Pélagos. On a eu beaucoup de soutien, notamment de l'agence de l'eau qui soutient aussi le festival. On a eu plein de réseaux d'observateurs. Et il faut s'imaginer que voilà, même s'il n'y en a que quelques-uns qui ont la caméra et ci et ça, en fait c'est vraiment des dizaines et des dizaines de personnes qui se sont plongées dans ce projet pour qu'ils voient le jour. Donc voilà, c'est vraiment, enfin on parlait de la musique, etc., les voix de commentaires, de ci, de ça. Un film, ça se construit à beaucoup de monde et c'est ça qui fait aussi que l'aventure humaine sur quelques années, elle est assez, voilà, assez mémorable. Bon, je pense qu'on peut les applaudir encore une fois.